Catherine Morin-Desailly. Donc, au départ, vous êtes professeur. Donc, vous avez l'expérience de ce que c'est que transmettre la culture. Et puis, vous entrez assez vite dans la vie politique. Et ce que vous m'avez dit hier, c'est que c'est grâce à vos mandats de terrain que vous avez pu comprendre à quel point c'était cet accès à la culture un enjeu important. Alors, vous avez été, je ne sais pas, peut-être je vais me tromper, mais pour moi, votre premier mandat, c'était adjoint au maire de Bois-Guillaume. Alors, Bois-Guillaume, ça, c'est une commune qui est connue. Elle a en particulier accueilli une famille dont un des descendants est sculpteur et est venu faire... Ah, c'était Bois-Guilbert. Ah, alors Bois-Guillaume commence pareil et pas très loin. Non, la particularité de voilà, la particularité de Bois-Guillaume, c'est que c'est un des sièges du CHU. Voilà, le CHU est réparti sur Rouen et Bois-Guillaume, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Je ne me trompe pas, je me tourne vers monsieur Daumur. Voilà. Alors, donc, Bois-Guillaume, et ensuite, vous avez été adjointe au maire, responsable des affaires culturelles de la ville de Rouen, et également conseillère régionale de Haute-Normandie. Et c'est à travers ces mandats que vous avez donc mieux perçu ce que vous pouviez faire en termes d'accès à la culture et que vous faites pleinement donc depuis que vous êtes élu au Sénat depuis 2004. Voilà, et vous allez nous parler plus particulièrement du rôle de l'État et des collectivités locales, à la fois pour la formation culturelle, l'aide à la création culturelle et la diffusion de la culture. Merci. Ce que je vais vous livrer aujourd'hui résulte, comme on l'a bien expliqué, de mon expérience, ma double expérience d'élue d'abord de terrain en tant qu'adjointe successivement à l'éducation, puis après à la culture aux affaires internationales à Rouen, et puis mon mandat d'élu national. Ce sont deux mandats qui se complètent, vous allez voir, extrêmement bien, pour pouvoir faire œuvre de culture. En préambule, je voulais partager cette jolie citation avec vous du prix Nobel de littérature, le chinois Gao Xingyang, qui dit « La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité ». J'en ai fait ma devise parce que je pense que quand on est un militant de la culture, il faut constamment prouver, démontrer, si tant est qu'il y ait besoin de le faire, que la culture est au cœur de nos vies et elle doit être constitutive d'un projet pour une nation ou d'un projet pour une collectivité territoriale. Permettez-moi d'exposer pourquoi. La culture, qu'il faut différencier d'ailleurs de l'art. Je pense que c'est important qu'on fasse ce distinguo d'emblée. L'art, c'est l'œuvre de création. La culture, c'est somme toute la somme des différentes œuvres de création, qu'elles relèvent du patrimoine matériel, comme des monuments, ou du patrimoine immatériel, comme par exemple une langue, une musique. Vous voyez bien que la culture, c'est un ensemble d'œuvres dans toute leur diversité qui, à un moment donné, aussi peuvent coïncider avec une grande civilisation. On parle de la culture aztèque, la culture anglo-saxonne. Donc, à bien distinguer, parfois, ce glissement sémantique fait qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle. Alors, moi, je voudrais repartir des fondamentaux et vous dire que je crois très fermement que la culture est un sujet essentiel. C'est un facteur à la fois d'émancipation pour l'homme, d'épanouissement. C'est une source également de connaissances. C'est un enjeu pour chacun d'entre nous, pour nous aider à mieux comprendre le monde, à mieux le percevoir, à le remettre en question. C'est aussi le rôle de l'art à travers la culture. C'est aussi la façon dont on va apprendre à s'émouvoir, à distinguer ce qu'est l'ordre du sensible, à la différence du sensé. C'est ce qui va aussi nous permettre d'imaginer, de créer, de se projeter en tout cas dans l'avenir. Une société sans culture est une société qui ne peut pas se projeter dans l'avenir. J'attire aussi votre attention, vous qui travaillez dans le milieu scientifique. Je pense que la culture, comme l'éducation et la recherche, relèvent davantage de l'être que de l'avoir. Dans une société, et en tout cas dans une économie de la connaissance, on a ce distinguo à faire. Chacun de ces thèmes constitue la clé pour moi de l'innovation et du progrès. Aussi, quand on décide d'inscrire la culture au rang d'un chapitre constitutif d'un programme, un programme encore une fois pour la nation ou pour une collectivité, c'est un choix éminemment stratégique d'une société que je dirais de
vivante, en tout cas, qui a capacité à se projeter dans l'avenir. Je voulais situer ces éléments de contexte avant de vous parler de démocratisation culturelle. C'est le sujet finalement que vous avez choisi de traiter à travers égalité, équité par la culture. C'est un sujet finalement dont on se préoccupe depuis la naissance du ministère de la Culture par André Malraux en 1959. C'était vraiment le pilier fondateur de ce ministère, et je vais vous le montrer jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle, les propos de Malraux étaient les suivants: rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre de Français, assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et favoriser la création des œuvres de l'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Ça, c'est l'histoire du ministère. Vous allez voir par quelques exemples. Je vais vous montrer qu'il se transmet de ministre en ministre, de gouvernement en gouvernement. Donc c'est André Malraux avec l'aventure des fameuses maisons de la culture qui considéraient être des cathédrales pour la culture. C'est après Jacques Duhamel qui avait cette très jolie phrase et qui disait: la culture, c'est ce qui transforme une journée de travail en journée de vie. C'est Michel Guy qui a permis les premières chartes de développement culturel, qui a permis qu'elles impliquent plus fortement les grandes villes, notamment au démarrage de ce qu'on appelle la décentralisation culturelle, pour pouvoir faire épanouir la différence, comme il le disait. C'est un peu plus tard, dans les années 80, sous l'impulsion de Jacques Lang, l'instauration de la direction du développement culturel qui va aller toucher tous les sujets culturels. Tout est un peu culture, en tout cas toutes les matières, toutes les disciplines sont impliquées, que ce soit les arts plastiques, les musiques actuelles. Sa structure ministérielle va donc être emblématique d'une politique de coordination et de transversalité, ceci pour le bénéfice du plus grand nombre. Ça va être aussi en 1993 Jacques Toubon qui met en place le premier plan de numérisation, dont on va peut-être parler tout à l'heure, qui vise tout simplement à ce que l'on puisse, avant même se douter de l'impact du numérique, anticiper ce que vont être le développement des industries culturelles un peu plus tard. C'est également Catherine Trottmann, un peu plus tard, qui lance les chartes de mission de service public. C'est encore Catherine Tasca qui lance en 2000 le plan art et culture pour le développement de l'éducation artistique et culturelle de la maternelle à l'université. C'était alors la première affirmation d'une nécessaire sensibilisation aux arts et à la culture à l'école. Enfin, un peu plus tard, sous l'impulsion, je ne sais plus si c'est Ayagon ou Don-Dieu de Vabre, mais c'est les nouveaux territoires de l'art en 2001 qui sont expérimentés. Donc vous le voyez, à travers cette trame, il y a eu cette volonté de rendre accessible au plus grand nombre la culture, et parallèlement se sont mises en place et en force les collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements, les villes, puis les intercommunalités, qui sont rentrées progressivement, alors qu'il n'y avait pas de compétences obligatoires, dans le champ de la culture, le plus souvent en coordination, en coopération avec l'État décentralisateur. C'est très important de le souligner. Aujourd'hui, ce sont d'ailleurs pratiquement les collectivités qui financent le plus la culture. Vous ne le savez peut-être pas, mais par exemple, le spectacle vivant est financé à 2/3 par une majorité de grandes villes, d'intercommunalités ou de régions. Donc, premier pilier de cette politique culturelle, c'est l'accessibilité au plus grand nombre. Deuxième pilier, qui est une spécificité française, que l'on doit d'ailleurs à Renaud Don-Dieu de Vabre, c'est en 2007 la reconnaissance de la diversité culturelle à travers cette charte du droit international qui est reconnue par l'UNESCO. La diversité des expressions culturelles est reconnue, ce qui est aussi une reconnaissance d'une forme d'égalité entre les cultures à travers le monde qui nous nourrissent. Alors, pour vous montrer rapidement comment ça se met très concrètement en place, il y a des grands pans d'action qui vont vous parler,
qui ont procédé d'une volonté d'ouvrir la culture au plus grand nombre. Ce sont d'abord tous les lieux du patrimoine qui se sont ouverts progressivement et de plus en plus, notamment à la faveur de journées comme les journées bien sûr du patrimoine, mais plus récemment la nuit des musées. Ces lieux qui se sont aussi dotés de politiques de gratuité ou des politiques tarifaires attractives, tout ça pour aller toucher encore le plus grand nombre, et puis aussi des dispositifs d'accompagnement pour aller chercher les publics plus en difficulté, en tout cas qui iraient moins spontanément pénétrer les lieux culturels, le faire. Je soulignerai comme exemple, par exemple, le grand succès du Quai Branly qui a ouvert il y a quelques années. Ce sont des millions et des millions de visiteurs à la faveur des expositions qui montrent bien qu'il y a un vrai engouement des publics pour ce type d'expérience. C'est l'introduction aussi des cultures urbaines, par exemple au Grand Palais, tout ça pour rendre plus familier, aussi dans des disciplines peut-être plus concernant peut-être plus la jeunesse, faire pénétrer la jeunesse dans des lieux dits mythiques. Alors, c'est donc l'ouverture des lieux de patrimoine, c'est aussi l'aménagement culturel du territoire, qui est le deuxième facteur le plus important de l'égalité d'accès à la culture, en tout cas des Français devant l'accès à la culture. Et là, je ferai assez volontiers le parallèle avec le monde hospitalier. Bernard Daumur le sait bien, au Sénat, quand on discute de la loi de finances, je monte régulièrement au créneau pour dire c'est pas normal. Alors pardonnez-moi à ceux qui œuvrent à Paris, mais je dis quand même il y a beaucoup plus de moyens octroyés à Paris, à l'Île-de-France, dans le domaine de la santé. C'est pas normal. Et ben c'est la même chose, figurez-vous, dans le domaine de la culture. Les sénateurs dont je fais partie, nous respectons souvent, estimant qu'une majorité des crédits d'État vont en priorité sur les grands établissements nationaux au détriment de l'aménagement du territoire. Bon, au demeurant, ce qu'on peut noter dans les 30 dernières années, c'est un aménagement du territoire toujours à destination du plus grand nombre. Ce sont des centres dramatiques nationaux, il y en a 39 en France. Ce sont des scènes nationales, il y en a 70. Ce sont des scènes de musiques actuelles. C'est le programme des bibliothèques municipales à vocation régionale dans les années 90. C'est le programme aussi dans les années 90 des grands musées qui sont rénovés en province. Et puis vous savez aussi, plus proche de nous, les opérations de décentralisation, le Louvre à Lens ou Pompidou à Metz. Tout ça, c'est toujours dans le sens d'une plus grande proximité avec les publics. Alors, parallèlement à ce mouvement d'aménagement du territoire, on a assisté à une nouvelle vague de décentralisation qui s'est concrétisée par des contrats de projets État-région pour permettre d'avoir des projets, des programmes ambitieux, toujours à destination du plus grand nombre dans différents domaines des établissements culturels. À la faveur de ça, d'ailleurs, le législateur, dont je fais partie, c'est ma commission qui a fait ça, on a dû imaginer même des structures juridiques innovantes permettant à plusieurs collectivités de mettre ensemble des moyens pour pouvoir construire des politiques assez larges. On a créé ce qu'on a appelé donc les établissements publics de coopération culturelle, qui sont des nouvelles structures juridiques qui permettent la coopération au service du plus grand nombre. Et puis, dernier sujet qui va peut-être plus vous parler, qui a contribué aussi à rendre plus accessible la culture, c'est les politiques interministérielles qui ont été menées entre le ministère de la Culture et plusieurs ministères pour justement s'occuper de ce que vous évoquez, c'est-à-dire les publics empêchés, c'est-à-dire les personnes handicapées, les personnes détenues, les personnes donc à l'hôpital, donc c'est tout le programme Culture à l'hôpital qui a été impulsé par Simone Veil et Jacques Toumont et qui s'est décliné jusqu'à de nos jours, mais ça vous en savez encore plus que moi. Et puis bien sûr les programmes liés au ministère de l'Éducation nationale avec les programmes d'éducation artistique et culturelle. Donc on voit l'importance de ces politiques interministérielles qui, encore une fois, ont visé à toucher le plus grand nombre et surtout les publics empêchés. Ce que je tiens à souligner, c'est que ce n'est pas l'apanage seul de l'État, mais les collectivités se sont aussi beaucoup impliquées dans ces sujets-là. Je peux vous livrer ma propre expérience. Quand j'étais adjointe à la culture à Rouen entre 2001 et 2008, on a eu la volonté de conduire des programmes similaires dans les domaines que j'évoquais. On a conclu des conventions avec les associations de handicapés. On a conclu des conventions avec la maison d'arrêt de Rouen et également
le centre de détention de Val-de-Reuil dans le département voisin. On a obligé nos établissements aussi à rentrer dans leur programme des éléments particulièrement destinés à ces publics. Et puis bien sûr, à Rouen, on a beaucoup travaillé avec Christian Père à l'époque sur culture à l'hôpital, et je lui dois une grande reconnaissance parce que c'est ce qui m'a vraiment beaucoup sensibilisée. Il est arrivé au moment où on mettait en place ces politiques à la ville. Et on a construit ensemble un projet qui était parallèle au projet qui était également mis en œuvre par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, concomitamment avec l'hôpital. C'est ce qui nous a donné l'idée d'amender le fameux texte HPST et de rendre maintenant la culture obligatoire. 2 amendements sénatoriaux ont été adoptés à l'unanimité, dans une belle unanimité d'ailleurs, qui a mis du sensible dans les discussions de l'hémicycle, et qui ont permis de faire que désormais la culture à l'hôpital, ça soit sanctuarisé comme... Alors c'est pas toujours heureux de dire une obligation, parce que faut se sentir convaincu avant de se sentir obligé, mais en tout état de cause, maintenant ça existe dans la loi. Vous dire aussi que le législateur se préoccupe toujours de cette question d'égalité et d'équité face à la culture. Je vais vous donner quelques petits exemples pour que ça vous parle. La loi, sa fameuse loi sur l'audiovisuel de 2009, la nouvelle télévision publique, où nous avons introduit par exemple des amendements au Sénat pour veiller à ce que les programmes puissent être traduits en audio description, en tout cas puissent servir aussi les publics handicapés et empêchés. Donc vous voyez, à chaque moment qu'il puisse y avoir une loi, on est toujours vigilant à ce qu'elle puisse justement servir cette noble cause. Alors après ce petit tableau, pour vous donner des éléments de contexte, je voulais juste attirer votre attention sur, en dépit de tous ces efforts qui ont été non négligeables, de tout cet argent investi, de tous ces dispositifs imaginés, des études récentes ont montré que bien que les établissements, que ce soit les théâtres, les cinémas, les musées, n'ont jamais été autant fréquentés. À l'heure de l'Internet, on pourrait penser que les gens restent devant leur écran. Pas du tout, ils n'ont jamais autant fréquenté les lieux de culture. Preuve s'il en est que l'on a besoin de retrouver du lien, d'être en prise directe avec les artistes, avec les œuvres. Mais au demeurant, qu'est-ce qu'on remarque dans les études? Si on regarde les évolutions par catégorie sexe, âge, milieu social, lieu de résidence, il y a finalement une forme de continuité dans la fréquentation de ces établissements. On voit que il y a de fortes inégalités qui persistent, notamment des inégalités sociales, des inégalités également territoriales. Il est évident que les personnes issues du milieu rural ou périurbain, ces personnes sont moins touchées, moins sensibilisées d'emblée que les personnes vivant en milieu urbain. Les personnes vivant dans les quartiers dits en difficulté, c'est tout un travail à travers l'école, notamment de sensibilisation, pour accompagner les enfants vers des lieux qui ne leur sont pas du tout naturels de par leur milieu familial la plupart du temps. Donc on voit qu'il reste beaucoup à faire. Alors, il reste beaucoup à faire, et je pense qu'à l'heure où justement on a pu mesurer le boom dans les dernières années des écrans, on est dans une société des écrans aujourd'hui, qui n'est pas seulement liée à l'arrivée du numérique et de l'Internet, mais aussi aux découvertes, aux définitions, à l'arrivée des écrans plats, à l'arrivée aussi de tous les appareils, depuis l'iFi en passant par les iPods. On voit que nous sommes dans un monde où plus que jamais, à la faveur de l'individualisation des pratiques, parce que c'est ce qu'on note aussi comme évolution, c'est qu'on était dans une pratique plus collective, on s'achemine vers une pratique plus individuelle, on est dans une pratique plutôt contemplative, on arrive vers une pratique plutôt participative avec le développement aussi des pratiques amateurs. Alors on voit que dans cette société des écrans et de l'Internet, le risque de fracture est toujours très important, peut-être plus important que jamais. Je vais m'en expliquer. Premièrement, et vous avez dû en parler ce matin avec Madame Garnier-Amouroux, l'aménagement du territoire est incomplet en matière de dessert du haut débit, voire du très haut débit. Alors quand on parle des tablettes
et puis tous ces nouveaux outils qui nous permettent en un clic d'avoir à notre disposition les œuvres culturelles, on s'aperçoit que c'est très inégal. D'abord, les tablettes, c'est les CSP+, qui ont des tablettes. C'est ceux d'ailleurs qui sont déjà habitués à lire, souvent le journal papier, qui vont le retrouver sur leur tablette. Mais il est fort à parier, vu en plus le coût de la tablette, que les enfants du fin fond du Pays de Caux ou de la Creuse ne disposent pas d'une tablette. Donc on voit que non seulement les outils, les jeunes ne les ont pas forcément, mais en plus, la desserte qui permet d'acheminer les contenus n'est pas du tout effectuée. Donc il y a ce risque de fracture territoriale qui va générer des inégalités si on n'y est pas très attentif. Et puis il y a un risque qui est infiniment plus grave, selon moi, qui est ce que j'appellerais la fracture cognitive. Dans ce grand monde qui est Internet, où on a une surinformation, une surabondance des contenus, sans hiérarchie, qui vous sont livrés en vrac, en bloc, eh bien, c'est assez difficile finalement pour un jeune ou moins jeune de se repérer et d'aller décrypter l'information qui est valable de celle qui ne l'est pas, l'œuvre d'art de ce qui ne l'est pas. Et je pense que ça nous renvoie à un des fondamentaux de nos politiques publiques, qui est l'éducation artistique et culturelle. Plus que jamais, je pense qu'à l'école, il faut se préoccuper d'apprendre aux jeunes à décrypter les images, apprendre aux jeunes à savoir analyser, critiquer, prendre de la distance, apprendre aux jeunes à savoir reconnaître ce qui est de l'ordre du sensible, du beau. En tout cas, plus que jamais, il va falloir donner à nos jeunes les outils de pouvoir s'orienter dans cette jungle qu'est Internet, qui est un monde formidable, mais aussi qui n'est pas sans menace. Donc j'allais dire, il faudrait presque revenir aux études, ce qu'on appelait les humanités, pour apprendre aussi à se repérer, la chronologie des choses, les repères dans l'histoire, dans le temps. Donc ça, je vous livre ça. C'est un enjeu, je pense, majeur des années à venir, sur lequel d'ailleurs nous réfléchissons beaucoup au Sénat. Je vois, à vrai dire, trois risques face à cette hyperconsommation aujourd'hui. C'est le risque d'uniformisation qui aliène, en fait. Ce serait en fait le mainstream pour tous. Premier risque. Deuxième risque, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ce que j'appellerais le communautarisme culturel, avec tous les risques de fragmentation de la société que cela suppose. Et puis, dernier risque, c'est l'éclipse d'un citoyen informé, éduqué, sensibilisé au profit de l'hyper-consommateur. Alors, voilà des grandes questions qui nous sont livrées alors que vous réfléchissez sur l'égal accès de tous à la culture. Nous avons des outils formidables. Nous avons des politiques volontaristes, mais il n'en demeure pas moins que si on veut rester dans ce qui était au démarrage avec André Malraux, la culture pour tous, et ce qui est renommé par Frédéric Mitterrand comme étant la culture pour chacun, eh bien, il nous reste beaucoup de travail à faire. Voilà, c'était mon petit préambule. J'étais un peu bavarde, pardonnez-moi.